Dans SharePoint, une bibliothèque désigne une section du site où vous pouvez déposer, c'est-à-dire téléverser, créer, mettre à jour et ou collaborer sur des fichiers avec les membres de votre équipe. Chaque bibliothèque peut présenter une liste de fichiers et même de dossiers, ainsi que des informations pertinentes les concernant, telles que par exemple la dernière personne à avoir modifié un fichier, bien entendu le nom du fichier, parfois le type du fichier et plein d'autres choses. La plupart des sites incluent une bibliothèque par défaut lorsque vous créez le site. Par exemple, le site d'équipe, le type de site qu'on appelle le site d'équipe sous SharePoint, dispose d'une bibliothèque de documents dans laquelle vous pouvez organiser et partager vos documents. Donc par exemple ici, sur ce site-ci que nous avons créé, nous avons ici un lien qui s'appelle Documents. Il s'agit d'une bibliothèque de documents. Et on ne l'a pas nous-mêmes consciemment créé. On a juste créé le site web et lorsque le site web a été créé, cette bibliothèque était disponible. Au fur et à mesure de votre utilisation, vous pourriez avoir besoin de plus de bibliothèques. Il vous suffira alors de choisir parmi les différentes possibilités offertes par SharePoint. En effet, si le type de bibliothèque le plus répandu est la bibliothèque de documents, il faut savoir qu'il en existe plusieurs autres que vous pourrez attacher à votre site web. Si on prend par exemple le cas de Asgard, qui est un projet que nous avions créé, ici là nous avons par exemple la possibilité de consulter la documentation et la méthodologie, et chacun de ces éléments, chacune de ces sections-là est en fait une bibliothèque de documents. Donc dans cette bibliothèque-ci, on a par exemple des images, et pour les images ou les textes qui sont là, on a la possibilité de savoir quand est-ce que ça a été modifié. Par exemple, dans ce cas-ci très particulier, on peut savoir que ce document-ci appartient à ce projet. Pour cette étape-ci, voici la nature du document, etc. Si on consulte plutôt la méthodologie, on peut voir ici que tout à l'heure, on avait la possibilité de voir juste les fichiers, mais ici, on peut voir également les dossiers. Et si on ouvre les dossiers, on peut voir leur contenu. Bon, dans ce cas-ci, c'est vide, mais c'est pour que vous sachiez que sous SharePoint, dans une bibliothèque de documents, vous avez la possibilité vraiment de mettre un ensemble de documents au même endroit. Et en plus de pouvoir les ajouter à votre espace, vous pouvez gérer plein d'autres choses, comme par exemple les étiquettes, les formations, faire des calculs, jouer même avec la manière dont ces informations-là vont être affichées. Par exemple, si je prends le mot de vignette, là j'ai ma bibliothèque de documents, mais elle est présentée plutôt de manière un peu plus artistique. Il est donc possible d'affiner les bibliothèques afin de contrôler la manière dont les documents vont être affichés, gérés, créés et s'intégrer plus efficacement à votre processus métier. Lorsqu'on se retrouve au niveau de l'interface présentée par défaut par SharePoint et qu'on vient par exemple au niveau du bouton Créer, on peut avoir l'impression qu'il n'est possible que de créer une bibliothèque de documents. Cependant, si on vient ici au niveau de contenu du site et qu'on clique sur le lien Revenir à l'affichage standard de SharePoint, on aura une autre présentation qu'on appelle la présentation classique. Nous aurons l'occasion de revenir un peu plus tard là-dessus. Et dans cette vision-ci, ou encore dans cette version d'affichage, si on clique sur Ajouter une application, on va se rendre compte, en venant par exemple au niveau des bibliothèques, que oui, effectivement, nous avons la bibliothèque de documents, mais en plus de la bibliothèque de documents, nous pouvons créer une bibliothèque de formulaires, une bibliothèque de pages wiki, une bibliothèque d'images, ainsi de suite. Toutes ces bibliothèques-là partagent des caractéristiques communes, comme le fait de proposer au sein du site web un espace centralisé où on pourra déposer, créer, organiser des fichiers
Et en plus de pouvoir les y stocker, on pourra avoir d'autres informations à leur sujet, dépendamment du contexte dans lequel on les utilise. Et vous aurez peut-être compris que la grande différence entre la plupart de ces bibliothèques sera la manière dont ils sont utilisés ou alors la nature des objets qu'ils sont censés accueillir. Donc, bibliothèque de documents, on s'attend à ce que ce soit principalement des documents qui y résident, bibliothèque de formulaires, principalement des formulaires, bibliothèque de pages wiki, principalement des pages wiki, bibliothèque d'images, principalement des images. C'est un peu comme lorsque vous avez un ordinateur, par exemple des emplacements dédiés. Donc, lorsque le système d'exploitation Windows vous offre les dossiers documents, téléchargement, images, vidéos, musique, objets 3D, c'est parce que il vous invite à conserver vos documents dans le dossier documents, vos images dans le dossier images, vos musiques dans le dossier images, musique, ainsi de suite. Mais rien, dans le fond, ne vous empêche de conserver dans le dossier documents des photos, de conserver dans le dossier images des documents, de conserver dans le dossier téléchargement des vidéos, etc., etc. Donc, il y a des véhicules qui sont mis à votre disposition pour être utilisés d'une certaine manière, mais à l'utilisation, vous pourriez, si jamais le contexte le justifie, déroger à la règle. Il n'y aura pas un mécanisme spectaculaire qui va vous en empêcher, sauf dans certains cas. Mais nous aurons l'occasion d'en discuter le moment venu. Nous venons d'établir que lors de la création d'un site web sous SharePoint, la plupart du temps, vous allez recevoir par défaut une bibliothèque, ou plusieurs bibliothèques dans la réalité. Celle dont on parle le plus souvent ou à laquelle on fait référence sera en général la bibliothèque de documents, qui est une bibliothèque orientée utilisateur, parce qu'elle va servir à accueillir les documents que l'utilisateur va activement, consciemment, rajouter dans le site SharePoint pour stockage ou traitement ultérieur. Il existe cependant plusieurs autres bibliothèques qui sont créées également par défaut et nous allons les examiner. Et ces bibliothèques, on va plus les considérer comme étant des bibliothèques système parce que la plupart du temps, les interactions avec cette bibliothèque seront faites par le système, pas nécessairement par l'utilisateur lui-même. Donc si on vient ici à partir de la navigation de notre site web vers le contenu du site, on va constater que dans ce site qui est encore tout vierge, nous avons bel et bien notre bibliothèque de documents orientée utilisateur, comme on vient de le dire, mais également nous avons deux autres bibliothèques, une bibliothèque de documents intitulée pièces jointes et une bibliothèque de pages intitulée page du site. Page du site, comme son nom l'indique, va accueillir les pages de votre site web. Donc par exemple, en ce moment, nous avons la page qui s'appelle home.aspx et c'est celle que nous voyons ici lorsqu'on vient sur la page d'accueil du site web. C'est celle-là. Si jamais on crée d'autres pages, par exemple en venant ici sur le bouton créer, commande page, etc., la page que nous allons créer va aller se loger dans cette bibliothèque spéciale-là, page du site. La bibliothèque pièces jointes, par contre, va accueillir les éléments qui font partie, les ressources, je devrais dire, qui font partie des pages du site. Donc si par exemple je reviens sur ma page principale et qu'il m'arrive d'ajouter, je ne sais pas moi, une image, une illustration, ici ou là-bas, etc. Alors ces éléments-là vont être conservés comme des pièces jointes parce qu'elles sont jointes à la page automatiquement dans le dossier pièces jointes, à moins que vous décidiez autrement. Et on aura l'occasion d'en discuter lorsqu'on va parler des pages au niveau de SharePoint. Donc voilà donc quelques-unes des bibliothèques système qui sont créées, avec lesquelles vous n'allez pas nécessairement directement interagir, mais qui ont leur importance. Pour créer une bibliothèque de documents dans SharePoint, il y a quelques préalables à satisfaire. Le premier, c'est bien entendu d'avoir accès au site SharePoint en question. Et le deuxième préalable, c'est de vous assurer que vous détenez les privilèges nécessaires pour effectuer, pour produire, pour créer
une bibliothèque de documents. Il faudrait également garder à l'esprit que la plupart du temps, par défaut, les sites SharePoint sont fournis avec des bibliothèques de documents. Donc par exemple, si je me retrouve ici au niveau du contenu du site, j'ai déjà une bibliothèque de documents qui est disponible, prête à l'emploi, dont je pourrais me servir pour stocker, organiser, suivre le cycle de vie de mes fichiers. Sachant tout cela, si vous avez besoin de créer une autre bibliothèque de documents, en dehors de celle qui est déjà existante, voici ce que vous pourriez faire. Il existe plusieurs méthodes. La plus simple et la plus directe, qui est disponible notamment avec l'expérience moderne, consiste à venir ici au niveau du bouton Créer, de la liste déroulante je devrais dire, et de sélectionner Bibliothèque de documents. Une autre façon d'y parvenir consiste à venir ici au niveau de votre navigation latérale, cliquer sur Contenu du site, puis au niveau du menu déroulant ou du bouton, comme vous voulez, sélectionner et choisir Bibliothèque de documents. Ces deux opérations sont jumelles. Alors, on va cliquer sur cette option et la prochaine étape va être de donner un nom à votre bibliothèque. Idéalement, le nom que vous allez donner à la bibliothèque doit refléter ce que la bibliothèque est censée accueillir. En plus du nom, il faut également fournir une description qui va aider ceux qui auront la charge d'interagir avec la bibliothèque, de savoir ce dont il est question. Même si vous êtes l'utilisateur principal, il faut toujours vous dire que SharePoint est un environnement collaboratif, donc probablement ce que vous êtes en train de créer, c'est pour que d'autres que vous soient capables de l'utiliser. Donc pensez à ces autres-là dans le processus de création. Pour les besoins de la démonstration, nous allons donc créer une nouvelle bibliothèque de documents que nous allons appeler ressources. Et en guise de description, nous allons dire, lorsque vous êtes satisfait, la prochaine étape, c'est de déterminer si oui ou non, la bibliothèque que vous êtes en train de créer doit apparaître dans la navigation du site. Dans notre cas, voici la navigation du site. Cocher cette case veut dire qu'on voudrait que le nom et le lien de cette bibliothèque apparaissent quelque part ici, permettant ainsi aux utilisateurs, en regardant la navigation, d'y accéder directement. Si vous ne voulez pas, il faudra décocher. Dans notre cas, on va laisser parce qu'on voudrait que ce qu'on crée soit accessible à nos utilisateurs et on va cliquer sur Créer. Alors, si tout s'est bien passé, on devrait avoir la bibliothèque qui apparaît ici, dans la liste. Donc, nous avons bel et bien les liens qui étaient là par défaut, mais en plus, nous avons ressources qui apparaît ici. Le but d'une bibliothèque de documents, c'est d'accueillir des documents en provenance de l'utilisateur dans l'objectif de les stocker pour une organisation, un traitement ou un cycle de vie ultérieur. Alors pour ajouter les documents à une bibliothèque de documents, vous pouvez le voir ici, c'est écrit en gros, il voulait vraiment qu'on ne le manque pas. On a la possibilité de faire glisser les fichiers ici à l'intérieur. C'est notamment valable si les fichiers que vous avez envie de porter sur votre site SharePoint, et plus particulièrement dans la bibliothèque de documents, se trouvent à l'extérieur. N'oubliez pas que SharePoint, c'est en général dans le nuage, et si donc vous avez des fichiers qui sont sur votre ordinateur que vous voulez ajouter là, en les faisant glisser, ce sera probablement la méthode la plus simple. Alors, comment est-ce qu'on peut le faire? J'ai ici quelques fichiers qui sont sur mon ordinateur. Donc, il me suffit de juxtaposer les deux fenêtres, de mettre les fenêtres côte à côte et de sélectionner au niveau de mon explorateur de fichiers les fichiers que j'ai l'intention d'amener ici à l'intérieur. Donc là, je vais en choisir deux, par exemple ceci, et je vais juste les glisser. Et lorsque la zone centrale est en surbrillance avec les pointillés comme vous le voyez, je peux lâcher et attendre.
pouvez voir ici en haut que le système est en train de les charger. Et lorsque le chargement est terminé, mes fichiers apparaissent. Par défaut, il y a certains éléments qu'on peut déjà constater. Les noms de fichiers ont été conservés. On a la possibilité de savoir, par exemple, quand est-ce que les fichiers ont été modifiés. On peut voir que c'est il y a quelques secondes. On peut rajouter d'autres colonnes. On y reviendra un peu plus tard. On a également un filtre qui s'est activé par défaut et qui a compris le type des fichiers. Il peut donc nous permettre de filtrer les fichiers par type. Donc, si on veut voir uniquement les fichiers de type PowerPoint, il va filtrer pour n'afficher que dans notre liste ceux qui sont PowerPoint, etc. Alors, fort de ce succès, on va se diriger ici et choisir deux autres fichiers qu'on va glisser. Et là, le phénomène est le même. Et cette fois-ci, si on dit par exemple Word, il ne va afficher que les documents Word et pas le reste, etc. On aura l'occasion de revenir sur les autres aspects un peu plus tard. Alors, le glisser, c'est une méthode très simple, très facile, qui est pertinente si vous avez la possibilité de juxtaposer vos deux fenêtres l'une à côté de l'autre. Vous avez également la possibilité de venir ici au niveau du bouton charger et de sélectionner ici là le type de fichier que vous voulez rajouter. Est-ce que c'est un fichier? Est-ce que c'est un dossier? Est-ce que c'est un modèle? On va prendre fichier. Et ce qui va se passer, c'est que il va, quand vous cliquez sur l'option qui vous intéresse, ouvrir un navigateur. Et dans ce navigateur, vous aurez la possibilité de naviguer à l'emplacement où sont conservés vos fichiers. Alors, si vous n'avez pas la possibilité de juxtaposer, ça peut être peut-être plus simple de passer par cette méthode parce que là, ça vous permet de vous balader dans l'ordinateur jusqu'à ce que vous arriviez à l'endroit où est conservé votre fichier. Dans mon cas, ce sera configuration initiale, qui est un fichier compressé, que je vais sélectionner. Et une fois qu'il a été sélectionné, il est apparu. Vous pouvez donc constater que la bibliothèque de documents recueille tout type de fichiers, aussi bien les fichiers bureautiques classiques comme les Excel, les Word, les PowerPoint, que d'autres fichiers peut-être un peu moins associés à la bureautique traditionnellement, comme les fichiers zip et d'autres. Je tiens juste à préciser qu'il existe certaines extensions qui, dans les paramètres, par défaut, sont bloquées. Par exemple, les fichiers .exe, les fichiers .bat, les fichiers... il y a un certain nombre d'extensions qui, pour des raisons de sécurité, sont bloquées. Si jamais vous êtes dans une situation où vous avez absolument besoin que ces fichiers-là soient téléversés sur votre site SharePoint ou dans une bibliothèque de documents, il faudra voir avec votre administrateur réseau ou système ou sécurité. N'oublions pas que SharePoint Online se situe dans le nuage et à ce titre-là, Microsoft dispose d'un certain nombre de mécanismes pour favoriser la collaboration, la création, l'édition, la modification de fichiers toujours dans le nuage, SharePoint étant censé être comme un hub centralisateur. Les documents que nous avons rajoutés pour le moment provenaient de notre ordinateur local. Mais que se passe-t-il si, sachant que vous êtes sur SharePoint Online, vous avez l'intention de créer ces documents plutôt dans le nuage? Eh bien, la bibliothèque de documents vous offre cette possibilité. Il suffit pour cela de venir ici au niveau du bouton Nouveau et de cliquer sur un des types qui va le mieux correspondre à la nature du fichier que vous avez l'intention de créer. Alors, pour bien récapituler, lorsque vous glissez ou vous chargez, ça veut en général dire que la ressource se situe en dehors du nuage, probablement sur votre ordinateur. Si vous voulez créer la ressource directement à partir du nuage, à partir de SharePoint, vous viendrez plutôt ici au niveau du bouton Nouveau. Il est aussi important de comprendre que la liste des options qui sont disponibles ici va dépendre de votre instance de SharePoint, ça va dépendre du genre d'abonnement ou de forfait auquel vous ou votre entreprise aura souscrit. Alors, il y aura des entreprises ou des environnements où vous aurez juste
nouveau document Word, il y aura peut-être pas Excel ou PowerPoint, ou alors vous aurez Word, Excel, PowerPoint, mais pas OneNote, ou etc. Ça va vraiment varier suivant les cas. Donc, si on veut créer un document Word, on va donc sélectionner ici document Word. Conséquence de charger l'éditeur de Word, qui sera Word, Microsoft Office Word Online. En d'autres termes, ça s'ouvre dans le nuage, pas sur votre ordinateur proprement dit. Et là, vous pourrez commencer à éditer votre texte. Par exemple, je vais mettre une phrase pour les besoins de la cause. Microsoft Office Online, que ce soit Word, Excel ou PowerPoint, ont tendance à enregistrer les fichiers par défaut et automatiquement. Et il leur donne souvent des noms par défaut également. Donc ici, pour le moment, le document s'appelle document. Donc si on voudrait changer cela, on peut venir ici au niveau de la liste déroulante, à côté de enregistrer, et juste changer le nom. Alors, je vais par exemple mettre en livre SharePoint et valider. L'enregistrement étant terminé, on peut donc revenir à notre bibliothèque de documents. Et on pourra donc constater que le grand livre de SharePoint, le document que nous venons de créer, se trouve bel et bien dans notre environnement. Supposons maintenant que nous avons un certain nombre de documents dans notre bibliothèque et que nous avons l'intention de les modifier. Quand je dis modifier ici, je parle de leur contenu, ce qui se trouve à l'intérieur de ces fichiers. Ce qu'il faut savoir, c'est que la bibliothèque des documents, et même SharePoint de manière générale, c'est un peu comme votre espace de travail, pas sur votre ordinateur, mais en ligne. Si on était sur un ordinateur physique, local, ce qui se passerait, c'est que si on avait envie de modifier, par exemple, l'information qui se trouve à l'intérieur de n'importe lequel de ces fichiers, on aurait ouvert le fichier en question, effectué les modifications, sauvegardé le fichier. C'est exactement la même démarche qu'on va utiliser pour SharePoint Online. Il faudrait premièrement se trouver à l'endroit où le fichier est conservé. Dans notre cas, c'est dans notre bibliothèque des ressources. Par la suite, il faut identifier le fichier qu'on veut modifier. On va par exemple modifier le fichier grand livre SharePoint que nous avons créé tout à l'heure. Et puis, il faut ouvrir le fichier. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va cliquer dessus pour l'ouvrir. À la différence du cas où vous avez les fichiers sur votre ordinateur, le fichier va s'ouvrir dans ce cas-ci en ligne, surtout si c'est une application Office comme Word, Excel, PowerPoint, qui sont en général disponibles avec SharePoint Online. Et une fois que vous êtes à l'intérieur du document, vous procédez aux modifications comme vous l'auriez fait dans n'importe quel document. Vous rajoutez du texte, vous en supprimez, vous faites votre mise en forme, etc. Et lorsque vous êtes satisfait, vous enregistrez le fichier et vous revenez dans votre environnement. SharePoint nous permet, entre autres, de téléverser dans les bibliothèques de documents un certain nombre de fichiers et de pouvoir les y stocker. Une fois qu'ils sont dans le nuage, on peut donc interagir avec eux comme on aurait pu le faire lorsqu'ils étaient sur place, ce qui nous permet donc de jouer avec leur contenu. Mais un des avantages de SharePoint est, en plus de nous donner le contrôle sur le contenu des fichiers, de nous donner tout un ensemble d'autres informations, toujours en rapport avec ce fichier. On va souvent parler d'information sur l'information. L'information principale ou primaire étant le contenu du fichier, comme par exemple dans le grand livre SharePoint, il y a un titre, il y a des paragraphes à l'intérieur. Mais au-delà de ça, de comment est-ce que nous pouvons, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de ce fichier? Eh bien, c'est grâce aux métadonnées que nous pourrons avoir ces informations. Il existe des métadonnées de base, comme par exemple le nom du document. Par exemple, ici, on sait que le nom du fichier, c'est grand livre SharePoint.docx. Il y a également d'autres métadonnées de base comme la date de modification. On peut voir ici que c'est il y a 4 minutes que ça a été modifié. Si on voudrait en savoir plus, on peut par exemple survoler le fichier et cliquer sur les 3 points qui sont là
puis choisir Détails. Un panneau va apparaître qui va nous permettre d'en savoir un peu plus concernant le fichier. Si le type de fichier est compatible avec la fonctionnalité, il se peut que, en plus, on ait un aperçu du début du fichier. En plus de l'aperçu, on peut par exemple avoir le nom qui correspond à l'information contenue dans cette colonne. On peut avoir le titre, parce qu'il faut savoir que le nom du fichier, c'est le nom qu'on donne à la ressource telle qu'elle est positionnée sur le réseau ou bien dans l'espace. Mais le titre, c'est le nom interne euh, du document en question. Donc ici, par exemple, on peut constater qu'il n'y a pas de titre qui a été fourni pour ce document-ci. On peut rajouter d'autres informations pour enrichir les métadonnées, pour enrichir la connaissance qu'on voudrait avoir de ce fichier. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Mais il y a également d'autres éléments, comme par exemple le type du fichier. Ça peut nous permettre par la suite, par exemple, de filtrer le fichier, le chemin d'accès, la taille du fichier. Si vous voulez voir l'ensemble des options qui sont possibles pour une bibliothèque en particulier, et c'est également vrai dans la plupart des environnements de SharePoint, vous pouvez venir ici au niveau de l'affichage, là où il y a tous les documents, cliquer sur « Modifier l'affichage actuel ». Alors, ici, à l'intérieur de la zone colonne, vous aurez la liste de toutes les métadonnées qui sont disponibles à l'intérieur de la bibliothèque où vous vous trouvez. Donc, ça veut dire que pour chaque fichier qu'on va rajouter dans cette bibliothèque, on a la possibilité de connaître le type, le nom et la date de modification. C'est le cas en ce moment. Mais on était également capable de savoir si c'était une application, par qui elle a été créée, s'il y a des commentaires d'affichage, s'il y a une description, s'il y a des étiquettes appliquées, si le fichier a été extrait, les dates de modification, le nombre d'enfants du dossier si c'était un dossier, le nombre de commentaires s'il y en avait, le nombre de mentions j'aime si jamais il y en a, etc., etc. Et comme vous pouvez le constater, il y a certains champs qui sont cochés, c'est-à-dire qu'on voudrait qu'ils soient affichés. La raison pour laquelle, lorsqu'on est dans notre environnement, on n'a accès qu'à ceci, c'est-à-dire le type grâce à l'icône, le nom du fichier et la date de modification. Mais si on active d'autres options, d'autres métadonnées, on aurait ces informations ici-là. Alors nous reviendrons plus en détail là-dessus lorsque nous allons aborder d'une part les affichages et d'autre part les métadonnées. Lorsqu'on a à cœur de suivre un ou plusieurs documents dans leur cycle de vie, il peut être important, pertinent, de connaître les différentes versions par lesquelles ces documents-là sont passés. Ça peut nous permettre de savoir à un moment donné quelles sont les différentes modifications qui ont été apportées au fichier et le cas échéant, on pourrait avoir à revenir à des versions antérieures ou aller plutôt vers des modifications futures. Bon, je ne suis pas dans Inception, mais je pense que vous avez compris le point. Si on prend par exemple un document que nous avons torturé comme grand livre SharePoint, si on clique dessus, on a la possibilité de regarder l'historique des versions. Donc si on clique dessus, sur l'historique des versions, on va se rendre compte que le document a été jusqu'à présent modifié 3 fois. Et pour chacune de ces versions, nous avons un numéro, une date, la taille des fichiers associés, ainsi que des commentaires si jamais il y en avait eu. Il est important de savoir que si vous n'avez touché à rien, très probablement, les paramètres par défaut de votre site SharePoint et de votre bibliothèque de documents vont probablement vous permettre d'enregistrer ces différentes versions. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Alors, comment est-ce que vous pouvez faire pour vérifier? En supposant que vous avez les droits nécessaires, les privilèges nécessaires, vous pouvez vous diriger au niveau du contenu du site. Puis, lorsque vous localisez la bibliothèque qui vous intéresse, dans notre cas, c'est la bibliothèque des ressources, vous cliquez sur les 3 points de suspension
plutôt les 3 points verticaux qui sont associés, et vous sélectionnez Paramètres. Vous arriverez dans les paramètres de la bibliothèque de documents, et dans ces paramètres-là, faites attention dans la section des paramètres généraux et essayez d'identifier les paramètres de contrôle de version. Dans les paramètres de contrôle de version, vous aurez une section qui va s'appeler Documents, historique des versions. Et dans cette zone-là, vérifiez si vous avez la possibilité de créer différents niveaux de version. Si oui, quels différents niveaux de version pouvez-vous sélectionner? Alors, vous pouvez avoir une option qui ne crée que les versions principales. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure, on avait la version 1.0, la version 2.0, la version 3.0. Mais vous pouvez plutôt opter pour créer des versions principales et secondaires, donc 1.0, 1.1, 1.2, etc. Donc, si vous avez l'intention d'avoir un cycle de vie assez actif avec plusieurs personnes qui vont interagir sur les documents, ça peut parfois être pertinent d'activer plutôt cette option-ci. Par défaut, le système va conserver 500 versions principales, c'est-à-dire que ça peut aller de version 1.0 jusqu'à version 500. À partir de la version 501, il va écraser d'autres versions parce qu'il ne va en conserver que 500, dans le cas où vous laissez 500. Donc, si jamais il y a des enjeux de stockage, etc., il faudra penser à déterminer jusqu'à combien de versions est-ce que vous êtes prêt à garder par document. Parce que toutes ces versions-là, la 1, la 2, la 3, comme on a vu tout à l'heure, elles restent conservées sur votre espace de stockage SharePoint. Alors, tant que vous n'avez que quelques fichiers, ça n'a pas vraiment d'impact, mais si vous avez des centaines, des milliers de fichiers, ça peut commencer à devenir problématique dans certains cas. Vous avez également la possibilité d'activer l'approbation de contenu pour les éléments, mais ça ne fait pas partie de ce dossier-ci. On y reviendra peut-être dans le cadre d'une autre formation. Lorsque vous avez fini les vérifications ou les actions, vous pourrez activer. Dans mon cas, je vais annuler parce que je ne change rien de ce qui était présent jusqu'à présent. SharePoint peut nous permettre de suivre un document ou plusieurs documents dans leur cycle de vie, notamment si on se trouve en train d'interagir avec les bibliothèques de documents. Qui dit cycle de vie dit naissance, création, modification, mais également potentiellement à un moment donné suppression. Vous avez donc la possibilité de supprimer des fichiers de votre espace SharePoint, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, volontaire ou involontaire. On va prendre par exemple ce fichier-ci, questionnaire. On va supposer que pour une raison ou pour une autre, il ne nous intéresse plus, on voudrait le supprimer. On va donc se positionner sur le fichier, cliquer sur les 3 points de suspension qui sont là et sélectionner supprimer. Il est également possible de sélectionner le fichier et lorsque celui-ci est en surbrillance, venir au niveau de la barre contextuelle qui est là, cliquer sur les 3 points de suspension et sélectionner supprimer. Et enfin, une autre option un peu moins gymnique consiste à juste passer au-dessus de l'objet, cliquer avec le bouton droit exactement sur l'objet et sélectionner la commande supprimer. Toutes ces actions-là sont équivalentes. On va donc sélectionner supprimer. Bien entendu, SharePoint pour notre bien va nous demander la confirmation de l'action qu'on est en train de poser. Si on veut vraiment supprimer, on va cliquer sur supprimer. Alors oui, je sais que nous venons de supprimer un fichier de manière complètement consciente et que le système nous a même demandé une confirmation. Mais vous seriez surpris de savoir le nombre de personnes qui cliquent sur les boîtes de dialogue de confirmation sans même lire ce qui est affiché dans ces boîtes de dialogue de confirmation. Il y a donc des gens qui ne savent pas ce qu'ils font et ils sont très nombreux. Supposons donc que nous soyons dans un cas où nous avons supprimé par inadvertance un fichier malgré tous les obstacles qui se dressaient sur notre chemin. Heureusement, il existe une issue.
Disons-le comme ça. Dans la plupart des sites web SharePoint, il existe une option appelée la corbeille, qui va être un emplacement temporaire où les éléments supprimés vont aller se loger. En d'autres termes, la plupart du temps, à moins que vous soyez sur une configuration un peu particulière, les éléments que vous supprimez, notamment les fichiers, ne disparaissent pas complètement du système. Vous avez la possibilité de les récupérer en vous dirigeant vers la corbeille. Si on observe notre menu latéral, on peut bien voir l'objet corbeille qui est là. On va donc se diriger dessus. Et une fois qu'on est dans la corbeille, on peut voir les fichiers qui ont été supprimés. Dans certains cas, on peut même voir la date de suppression, les personnes qui l'ont supprimé et surtout l'emplacement d'origine, à quel endroit est-ce que se situait le fichier en question. Si ça a été une suppression hasardeuse, inadvertante, on pourra restaurer le fichier en cliquant avec le bouton droit dessus, puis en sélectionnant Restaurer. Ça aura pour résultat de ramener le fichier à l'endroit où il se trouvait au préalable. Donc si on clique sur Restaurer, et si on revient à l'emplacement de départ, on va bel et bien trouver notre fichier qui est revenu. Mais si on avait vraiment l'intention de nous en débarrasser et d'effacer toute trace de son passage, au lieu de prendre l'option Restaurer, on aurait pris l'option Supprimer et ça aurait eu pour conséquence de supprimer définitivement le fichier de notre environnement. Je tiens à préciser, pour terminer, que pour que vous soyez capable de supprimer, il faudrait que vous ayez un rôle ou un privilège qui vous permette de le faire. Et pour que vous soyez capable de supprimer définitivement, il faudrait également que vous ayez un rôle qui vous permette de le faire. Donc, si jamais vous êtes administrateur d'un site web SharePoint et que vous ne souhaiteriez pas que les fichiers soient supprimés, pour une raison ou pour une autre, il faudra peut-être voir comment est-ce que vous pourrez altérer les autorisations, les rôles et les permissions de vos utilisateurs pour prévenir une telle situation. Les bibliothèques dans SharePoint peuvent nous permettre de gérer les fichiers, en général les fichiers bureautiques, mais une grande majorité des autres fichiers également. Mais qui dit gestion de fichiers dit souvent, indirectement, gestion des dossiers également. Et la bonne nouvelle, c'est que SharePoint peut également nous permettre de gérer les dossiers. Alors, il y a des écoles différentes, des philosophies différentes qui parfois s'affrontent, et où, globalement, certaines personnes vont dire que, en raison des capacités évoluées de SharePoint, il n'est pas nécessaire d'avoir recours à l'organisation par dossier, parce qu'en général, on a recours à l'utilisation des dossiers pour pouvoir organiser dans une certaine mesure les fichiers. Et pourquoi est-ce qu'on les organise? Pour être capable de les retrouver plus facilement. Or, SharePoint étant capable, avec son moteur de recherche, ses métadonnées, de nous permettre de retrouver facilement les fichiers, l'utilisation des dossiers est peut-être un peu caduque. C'est vrai. Et puis, il y a d'autres personnes qui, elles, sont plus attachées au symbolisme des dossiers, à la manière dont ça structure l'information, etc. Alors, on n'est pas ici pour nécessairement clore le débat, mais ce que nous voulons dire, c'est que si jamais vous êtes dans une organisation qui désire structurer ces informations en faisant appel au dossier, c'est possible. Vous avez la possibilité, à partir du bouton Nouveau dans votre bibliothèque, de créer des dossiers. Vous avez également la possibilité de charger vos dossiers. Donc ici, pour les besoins de la cause, on va essayer de reproduire cette arborescence où nous avons un dossier qui s'appelle module 1, à l'intérieur duquel nous avons un certain nombre de chapitres. Alors la chose formidable avec SharePoint, c'est que vous avez la possibilité de glisser et déposer les dossiers intégraux avec tout ce qu'ils ont comme contenu. Par exemple, le dossier module 1 qui était sur mon poste de travail, il avait un certain nombre de fichiers. Alors j'ai tiré le dossier module 1
et il a été copié intégralement. Ça fait que si j'ouvre par exemple le dossier module 1, je peux retrouver ici à l'intérieur tous les fichiers qui s'y trouvaient. Le phénomène aurait été le même si j'étais venu ici à charger et que j'avais pris dossier. Ça m'aurait permis de naviguer au sein de mon ordinateur jusqu'à mon dossier et il aurait importé le dossier avec tout ce qu'il comporte, même si ce dossier avait eu des sous-dossiers également. Tandis que si je viens ici au niveau du bouton nouveau et que je clique sur dossier, tout ce que je pourrais faire, c'est créer un dossier vide directement ici, là, dans l'interface. Donc, si je veux créer le module 2, je vais venir sélectionner ici, dossier dans la liste, et je vais mettre module 2. Ça va me permettre de créer le module 2. Maintenant, si vous avez des guerres entre l'utilisation des dossiers et la non-utilisation des dossiers dans SharePoint, sachez qu'en jouant avec les affichages, vous êtes capable de passer de l'un à l'autre. Par exemple, en ce moment, j'ai 2 dossiers et un certain nombre de fichiers, mais si je suis dans une politique où la ségrégation, alors l'organisation par dossier ne m'intéresse vraiment pas du tout, j'ai la possibilité de venir par exemple, dans l'affichage, si jamais j'en ai le droit, et de venir ici au niveau de la zone dossier et de choisir afficher tous les éléments sans dossier. Si je fais OK, vous allez voir que tous les fichiers vont être affichés tels quels sans qu'on ne voit de quelle manière est-ce qu'ils étaient hiérarchisés en termes de dossier ou pas. Et si vous êtes plutôt intéressé par les dossiers, vous n'aurez qu'à faire l'opération inverse. De toute façon, nous aurons l'occasion d'en reparler lorsque nous allons aborder la notion des affichages. Vous pouvez créer une bibliothèque, vous pouvez la modifier, que ce soit au niveau de la structure ou du contenu, mais vous pouvez également supprimer une bibliothèque dans son intégralité. Bien entendu, avant d'arriver à ce stade-là, on suppose que vous avez pris toutes les étapes nécessaires pour vérifier, pour valider que la bibliothèque et éventuellement son contenu ne sont plus nécessaires pour l'entreprise, pour l'organisation, et que vous ne risquez pas de perdre des données critiques. Alors, pour supprimer une bibliothèque, en supposant que vous en avez le droit, parce qu'il faut savoir que pour pouvoir supprimer, il faudrait qu'au sein du site SharePoint en question, que l'administrateur vous ait autorisé à supprimer, un peu comme les doubles agents 0 ont le droit de tuer. Donc, il faut que vous vous rendiez à l'endroit où la bibliothèque se trouve. À partir de la page d'accueil, vous pouvez par exemple vous rendre au niveau du contenu du site et vous localisez la bibliothèque qui vous intéresse. Donc, par exemple ici, si j'estime que les ressources sont plus nécessaires, je peux venir là et vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur la bibliothèque ou alors afficher les actions en regard de la bibliothèque et sélectionner supprimer. Si vous cliquez sur supprimer, le système va vous demander la confirmation de cette intention destructrice. Et si jamais vous êtes vraiment sûr et certain que ce n'est plus nécessaire, vous pouvez cliquer sur supprimer. Il est important de savoir que quand vous allez supprimer, si jamais vous avez vraiment les droits de le faire et que la bibliothèque en question n'est pas protégée par certaines mesures de sécurité, ce qui va se passer, c'est qu'elle ne va pas disparaître complètement du système. Elle va se rendre dans la corbeille, en supposant que vous avez une configuration classique, standard, parce qu'on peut paramétrer SharePoint pour que ce qui est supprimé soit supprimé définitivement. Et une fois que vous arrivez dans la corbeille, vous serez capable de la restaurer si jamais c'est nécessaire, ou alors de l'effacer totalement.